Ok, alors bienvenue à tous, hein, tous ceux qui nous rejoignent sur ce lien Zoom, manière inhabituelle de vous recevoir. Vous voyez, on savait pas trop comment faire la gestion du début, là, voilà. Donc, tout d'abord, merci d'être venus. Vous avez peut-être reçu des publicités diverses et variées pour nous rejoindre. Il y a certaines des publicités qui disaient qu'on allait faire du théâtre en live. C'est pas exactement ça. Je tiens à faire une petite correction. On va pas vraiment faire de représentation, mais on va faire une présentation. On va juste vous présenter notre travail de cette année, le résultat. Mais on va vous le présenter, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous le donner aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'on a fait et les moyens d'y accéder ensuite, mais vous n'aurez pas aujourd'hui le résultat lui-même. Voilà, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous donner envie d'aller voir notre travail. Alors, il y a une petite disturbante là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Qu'est-ce qu'on a fait, notre troupe de techno-cabotins là? Qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? Eh bien, on a travaillé tout simplement des nouveaux moyens d'expression parce qu'on avait l'habitude de se produire sur scène et on s'est dit, on va peut-être être capable de faire autre chose que de se produire sur scène puisque se produire sur scène, on ne pouvait pas. Et donc, on a imaginé de raconter des histoires, un peu à la Pierre Bellemare ou plus récemment, pour ceux qui connaissent aussi, à la Christophe Ondelat. Donc, parce que finalement, raconter une histoire, c'est pas si simple que ça. Vous allez voir, on a dû travailler. Et puis, c'est Godefroy qui nous a trouvé un recueil de textes écrit par un grand journaliste du 19e siècle. Il va vous expliquer. Et Godefroy, il nous a mis en scène, ou plutôt en musique, je devrais dire, les histoires que nous avons appris à raconter de la meilleure manière qui soit. Donc voilà, nous voilà donc partis pour vous faire écouter ces histoires. Alors ces histoires, on les appellera des dramatiques. C'est le nom qu'on donne à des histoires courtes. Et donc ces dramatiques, vous aurez l'occasion d'en écouter une par semaine. Donc on va vous faire une production hebdomadaire de ces dramatiques. Aujourd'hui, 3 d'entre elles sont déjà disponibles. On vous expliquera tout à l'heure comment y accéder. Mais avant, on voudrait vous expliquer comment on a travaillé. Donc pour faire tout ça, un peu comme tout le monde, on a fait des cours à distance, voilà, comme tout le monde. Et donc, Aïcha, raconte-nous un petit peu ce qu'on faisait pendant ces cours. Raconte bien à tous ces auditeurs qui peut-être voudront s'inscrire au théâtre l'année prochaine. On ne sait jamais. Vas-y, raconte. Alors, bonsoir à tous. Donc, du coup, en fait, donc, il fallait déjà se connecter dans un premier temps. Il faut y parvenir. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est pas drôle. Hein. Des fois, c'était difficile. Voilà, éviter les enfants, l'entourage qui vient, qui débarque en pleine séance. Mais bon, ça, c'est en aparté. Voilà. Donc, du coup, alors, qu'est-ce qu'on faisait comme exercice? Donc, on faisait des exercices d'articulation. Voilà. Donc, je ne sais pas, qui peut nous faire des blablabla, bri, 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 bre, 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 dre, dre, dre. Alors, Godefroy le fait extrêmement bien. Donc, notre metteur en scène le fait extrêmement bien. Donc, plein d'exercices comme ça, vocaux. Voilà, d'une certaine manière. Ensuite, après, on travaillait, on faisait également des exercices donc, de lecture de texte. Alors, la lecture de texte, en fait, il fallait lire le texte, mais comme si on s'adressait à une personne qui était à côté de nous. Donc, on avait une personne, un interlocuteur, imaginaire ou pas, ou derrière l'écran. Donc, qui effectivement pouvait, il fallait qu'il perçoive, que cette personne perçoive ce que effectivement on avait envie de lui transmettre, tout simplement. Voilà. Ensuite, après, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, moi, j'ai retenu quelque chose hier soir, donc, lors d'une petite soirée. Enfin, bref. Alors, notre metteur en scène, moi, m'a appris une petite phrase, du coup, que j'ai apprise, figure-toi. Donc, Godefroy. Donc, cette phrase donc, disait que la langue était l'arme du comédien.
Voilà. Donc ça, là, je l'ai retenu. Du coup, je vous la transmets. Alors, pour moi, la langue, ce n'est pas que l'arme du comédien. En fait, pour moi, c'est l'arme de tous les jours, puisque vous me connaissez, ceux qui me connaissent en tout cas, très bavarde. Voilà. Ensuite, après, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut intervenir ou Il y avait les exercices d'articulation. Bon, on va vous en passer quelques-uns quand même pour bien vous faire rigoler. Parce qu'en fait, c'est quand même des exercices de torture, hein, un petit peu? où il faut plier le corps et oublier un petit peu la raison. Mais après ça, effectivement, les séances, Aïcha, tu peux peut-être raconter. Donc, il y avait la découverte des textes aussi, parce que c'est vrai que c'est un Oui. travail sur l'intime et le sens, le rapport au micro par rapport à la scène. Donc, la découverte des textes et puis sur les lectures elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un veut, un comédien de la troupe, Il y raconter avait, un petit peu des séances aussi? il y Oui, avait Aïcha? également la compréhension des textes. Parce que on a quand même un français d'un certain siècle que moi je ne connais pas forcément, que d'autres personnes ne comprennent pas, hein, n'est-ce pas, Jorge? Tu souris. Donc, et qui n'est pas évident en fait à comprendre. En fait, ils ont une drôle de manière de parler. Alors moi, ça m'a quand même appris pas mal de petites choses. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc, parler un vieux français, bon, c'est assez particulier quand même quelquefois, hein. Il y a des mots qui sont un peu bizarres qu'aujourd'hui on n'emploie pas de la même manière. Donc, Et aussi l'importance du contexte, en fait, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout à la même période. Et euh, si on ne remet pas, pour le coup, au goût du jour, ça surprend un petit peu. La vie de à l'époque n'était pas vraiment la même que nous. Très belle intervention, Sylvie. Surtout que Eric, malgré sa photo, ne nous aura pas. On sait qu'il n'est pas là et il ne pourra pas raconter, par exemple, euh, que sur les textes que vous allez découvrir, dont on va vous parler, le mot, par exemple, il avait l'expression la femme du frotteur. À un moment donné, on parlait d'une dame, Trim parle d'une dame, la femme du frotteur. Et il s'est dit, c'est quand même fou. Il y avait déjà des gens comme ça, des pervers qui allaient frotter aux gens. Et, et ça m'a fait, quand il m'a envoyé un message, d'ailleurs en pleine nuit, ça m'a fait beaucoup rire, l'air de rien, parce que c'est en théâtre, pour ceux qui pratiquent ce métier, alors les gens de théâtre en général ont toujours un ou deux dictionnaires qui traînent du 19e avec tous les mots référencés de notre profession parce qu'on essaye de les garder. Et un frotteur au théâtre, c'était une profession qu'on connaissait bien, puisqu'un frotteur jusqu'au 19e, c'est les gens qui entretenaient les parquets. Et c'était un métier à plein temps, hein, c'est-à-dire qu'il fallait les frotter, les frotter, les frotter. Il y avait aussi des frotteurs pour les verres en optique qui existaient aussi. Donc la femme du frotteur, ce n'était pas effectivement un gros pervers. Donc ça, c'est effectivement quand on travaille sur des textes un petit peu anciens, ça vaut le coup quand même toujours d'avoir quelques petites précisions. D'autres petites choses sur le travail lui-même. On va peut-être passer quelques jolis exercices d'articulation. Alors, de temps en temps, en fait, entre les différentes interventions, je vous passerai les souffrances d'Annie sur son travail, effectivement, de quelques exercices que nous avons pu pratiquer. Voici la base. Alors, crescendo, évidemment, normalement, sur 3 ou 4 années de formation de comédien, on a environ 30 étapes. En voici quelques-unes qui ne font pas partie des dernières, mais des premières. A, E, I, O, U. Ba, be, bi, bo, bu. Ka, que, ki, ko, ku. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. Ga, ge, gi, go, gu. Ja, je, ji, jo, ju. La, le, li, lo, lu. Ma, me, mi, mo, mu. Na, ne, ni, no, nu. Pape, pipo, pu. Rare, rire, ru. Ça, ceci, so, su. Ta, te, ti, to, tu. Va, ve, vivo, vu. Zag, zog, zig, zog, zu. Zaz, zi, zo, zu. Quel talent et quel travail. Bravo, bravo, bravo. Je reprends un petit peu la parole du coup pour vous expliquer en fait sur quoi la troupe a travaillé. On a eu, quand l'idée des dramatiques a été émise, c'est vrai qu'il fallait trouver des textes déjà qui n'étaient pas très longs,
des textes qui pouvaient effectivement intéresser un maximum de personnes, et qui puissent nous faire rester quand même dans une matière intéressante, hautement théâtrale. Et je suis tombé un petit peu par hasard sur un livre qu'il y avait dans ma bibliothèque que je n'avais jamais lu, qu'on m'avait offert. Je ne sais même pas qui et il y a combien de temps. Et ça m'a intrigué parce qu'on était en plein confinement et ce livre s'appelle « Spectacle vu de ma fenêtre ». Et je pense que tout le monde ici pourra dire que nous avons tous passé beaucoup de temps à regarder par la fenêtre ce qui pouvait se passer dehors. Et il se passait plus grand-chose d'ailleurs. Mais là, ça m'a intrigué. Et cet auteur s'appelait Timothée Trim. En fait, son vrai nom, c'est Léo Lespès. Il est né en 1815, qui est mort en 1875, que moi-même, alors que je l'avais dans ma bibliothèque, que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai un petit peu regardé. Cet homme, c'est fort intriguant, hein, et a été le plus grand journaliste du 19e siècle, mais il a marqué l'histoire du journalisme, hein, au-delà de tout ce qu'on pourrait penser. Vous allez vite le comprendre. Il a été un des fondateurs, en tout cas, avec deux personnes, dont une a été l'inventeur de la rotative en imprimerie, qui a fait que le petit journal, puisque c'est le journal qu'ils ont inventé et sorti, a pu être vendu beaucoup moins cher que les autres journaux à l'époque, parce que les autres journaux étaient encore imprimés feuille par feuille, ce qui coûtait relativement cher. Les journaux étaient vendus du coup 3 sous, 15 centimes. Le petit journal se vendait 1 sou, 5 centimes le soir. Timothée Trim écrivait une page par jour, c'est-à-dire un article par jour où il racontait la vie. Et cet homme a tellement raconté la vie, alors les gens disaient d'une façon très, très héroïque, naïve, qui effectivement fait penser à un 19e siècle où on sentait encore l'impression de la République, de l'Empire, qui avait été vaincu, hein. Il y a eu la Restauration quand Trim a lancé son journal, mais on sentait effectivement tous ces gens encore empreints de cet élan patriotique, du dévouement, de la citoyenneté, Donc il y a tout ça dans le petit journal qui fut, et ça on peut en être fier, jusqu'en 1960, alors que le petit journal est mort en 1944-45. Le petit journal a été le journal jusqu'en 1960 qui avait eu les plus gros tirages. Ça a été jusqu'à 2 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, à l'époque de Trim, jusqu'en 1875, ils ont été jusqu'à 500 000 exemplaires par jour, ce qui est phénoménal. Et dans le petit journal, Trim nous raconte, en fait, il publiait des grands poètes. Ça a été le premier à publier Baudelaire, ça a été le premier. Et il s'amusait, lui, à prendre des sujets d'actualité ou pas, et d'ailleurs il le dit, et sa seule volonté, c'était d'essayer d'élever les gens, c'est-à-dire ce combat, effectivement, on est dans les époques, vous voyez, un petit peu avec Thiers, avec Ferry, avec le combat, en tout cas pour Trim, c'était l'éducation. Il fallait que les gens apprennent, et il disait que s'ils pouvaient participer à ça, il fallait leur donner cette chance-là. Il a inventé quasiment la 4e de couverture, c'est-à-dire comment expliquer aux gens que ça servait à rien de leur parler d'un tableau si on leur expliquait pas qui était le peintre, c'est-à-dire toujours cet accès à la culture et à la connaissance, ce qui est quand même de la part de cet homme assez impressionnant. Je crois qu'on va tout à l'heure, de toute façon, vous allez découvrir certains de ces textes qui sont surprenants pour notre époque, c'est-à-dire avec le recul, ça nous fait voir la société d'une certaine façon. Ne pas oublier que le petit journal aussi a été le premier journal qui a tiré le monde journalistique, non plus vers l'actualité forcément politique, royale, républicaine, mais vers les faits divers, crimes, etc., puisque l'affaire Opperman, par exemple, c'est ça qui leur a donné les tirages à 500 000 exemplaires. Cette famille qui s'est fait assassiner par un homme à coups de pelle, il a égorgé les 5 enfants, etc. 1869 dans la plaine de Pantin. Donc, de l'autre côté des Yvelines, chouette, nous sommes saufs. Et bien, sur ce, on va se permettre, je vais peut-être vous relancer un petit exercice d'articulation quand même, Dany. Tout à l'heure, si vous avez des questions sur Timothée Trim, qui a été aussi, et ça c'est assez curieux pour ceux qui le connaissent, qui a été aussi un détective quand il était jeune, un détective de Vidocq.
Donc, il a connu Vidocq, il l'a servi, c'était un observateur, c'est quasi la base entre Fouché et Vidocq. Nous sommes à l'origine, là, on a l'origine des renseignements généraux, etc. Mais voici un deuxième extrait sur les exercices d'articulation. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Ciel, zizé, zézoin, zozé. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Et voilà. Bravo toujours Annie, surtout avec le passage des Z qui renforce effectivement les S après, c'est du parfait. Ces séances d'enregistrement, on va faire un petit lien, mais je suis sûr qu'ils ont tous beaucoup de choses à vous raconter, parce que forcément, quand on a décidé de faire des dramatiques, nous, comédiens, en tout cas, quand on est à la radio, Radio France ou dans des studios, on a du super matériel pour enregistrer. Mais comédiens, en fait, certains font beaucoup de post-synchronisation pour les séries, les films que vous voyez. Vous les entendez tous quasiment, mais toute la journée, parce que quand ce n'est pas en pub sur votre radio, c'est le soir à la télévision ou au cinéma. Mais on travaille toujours avec du super matériel. Alors, il se trouve que quand, par exemple, un comédien fait une voix par exemple, d'un personnage d'une série, qu'il est en tournée théâtrale et que malheureusement, il y a 3-4 phrases qui ont été mal enregistrées et que la production a besoin du comédien et qu'il est par exemple à Marseille et qu'il ne peut absolument pas revenir sur Paris dans la foulée, nous avons une technique qui marche très bien, la technique de la couette. En fait, on demande aux comédiens de prendre leur téléphone, de se mettre dans leur chambre d'hôtel sous la couette la plus lourde possible et de s'enregistrer comme ça à l'aide du téléphone. Alors, il y a d'autres techniques, ne jamais avoir la voix qui est dirigée vers le micro, mais le micro qui effectivement va plutôt regarder la couette. Et les enregistrements, en général, il y a des passages, par exemple, des derniers Guerre des Étoiles ou des grands films que vous avez vus au cinéma, où les voix, parfois, 4-5 minutes de voix ont été enregistrées comme ça, absolument pas avec des micros professionnels, et personne ne voit rien. Alors, c'est traité après un peu par des ingé sons super talentueux, mais c'était ma seule solution, les faire travailler sous la couette. Et là, je suis certain qu'ils ont 10 000 choses à vous raconter parce que l'exercice est quand même assez périlleux. Peut-être que Marie-Odile, tu veux nous en toucher un mot? Oui, bonjour. Alors, je ne vais pas vous dire 10 000 choses, mais trois choses. Alors, le premier point, c'est effectivement, j'ai beaucoup aimé enregistrer dans l'intimité de la couette. Puis en plus, ça m'a fait du bien, je pense à la ligne, parce que ça faisait sauna sous la chaleur. Alors, imaginez-vous assis en tailleur dans votre lit, avec la couette en tipi sur vous, le PC devant, l'iPhone sur le côté pour enregistrer. Et là, vous parlez à votre PC comme si c'était une oreille. Vous lui dites un secret. Il n'y a personne d'autre qui entend. Donc, c'est super, vous êtes dans l'intimité. Mais alors là, il y a votre ado qui ouvre la porte en disant « Qu'est-ce qu'on mange ce midi ?» Bon, ça a un peu planté l'enregistrement, mais on peut recommencer. Ce qui est bien, c'est qu'on a le droit d'en faire plusieurs. Voilà. Merci Godefroy. La deuxième chose, c'est que j'ai appris aussi, en faisant ces enregistrements, j'ai appris que finalement, le plus important, ce n'est pas de lire un texte, mais c'est de le vivre, de le ressentir. Parce que ce qu'aime bien, ce que vous aimez entendre, ce n'est pas juste des mots, c'est les émotions qui passent à travers ces mots. Alors, on a essayé de vous faire ressentir ça, tant bien que mal parfois. Mais voilà, c'est un gros travail en fait. Et puis le troisième point qui est plutôt sur le texte que j'ai lu qui s'appelle le voyageur sans yeux. Donc vous en doutez, un voyageur sans yeux, c'est un aveugle. Alors au départ, on se dit, bon, comment parle un aveugle? Moi, je n'ai jamais été aveugle, alors je m'imaginais que c'était quelqu'un qui était dans le noir, donc un peu sombre, et puis voilà, il parlait d'une voix très profonde. Et alors quand j'ai envoyé ça à Godefroy, il m'a dit, mais on dirait qu'il est proche de la tombe, ton aveugle. Bon, ça n'allait pas. Alors du coup, en fait, il fallait penser que, en fait, il voyait très bien, parce qu'il ne voyait pas avec ses yeux, mais il voyait beaucoup mieux que nous, en fait, les choses, cet aveugle. Donc c'est quelqu'un qui était très vivant, au contraire, très malicieux. Voilà.
Sublime. Et d'ailleurs, on vous expliquera après comment retrouver toutes ces dramatiques, mais en tout cas, celle de Marie-Odile, l'histoire du voyageur sans yeux, est déjà disponible, mais on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Xavier, tu as peut-être envie de nous raconter des choses? Oui, bien sûr. Alors moi, c'était un petit peu différent. En fait, moi, j'ai quelqu'un qui parle assez fort. D'ailleurs, bon, c'est pas très facile pour certains. Et en fait, quand Godefroy nous a dit, il faut parler doucement, là, en fait, je suis devenu tout muet. C'était un gros stress pour moi, l'idée qu'il faille que je parle doucement. Donc, quelque part, c'était très bien. Hein, j'ai trouvé ça étonnant et intéressant. Et puis, tout d'abord, en fait, aussi, après, il a fallu travailler la diction, alors, comme Griro-Ru, Raro-Ru, tout ce qui est les possibilités de l'alphabet, hein, comme l'a montré Annie. Mais en fait, le truc, c'est que quand même, quand on fait ça, nous, avec ma femme, on vit sur une terrasse, en fait, pratiquement toute la journée. Et en fait, pour s'entraîner, on faisait ça le soir à tue-tête. Et très franchement, nos voisins qui vivent à côté, je pense qu'ils nous prennent pour une secte dyslexique parce que là, ça commence quand même à taper sévère. Et un que leurs yeux, ça nous a étonnés. Après, il a fallu faire la différence entre et et. Et alors là, moi, j'avoue que je n'étais pas très bon à l'école. Et donc, du coup, tant je sais faire B et B, hein, ça, c'est un peu ma moutonnerie qui me rattrape. Mais tant E et H, je ne sais pas trop. Et donc, côté des moutons, ça va. Mais qu'importe. Bon, on a réussi à faire ce travail consciencieusement. On s'y a appliqué. J'ai souligné en jaune sur mon texte tout ce qui devait être est. Et puis, je me suis bien exercé à le faire. Je ne suis pas sûr que je serai capable de le refaire demain. Et puis après, une fois le travail de diction réalisé, entraîné, nous sommes passés à la phase que moi j'appelle spéléologique nuptiale, qui consiste à se glisser sous la couette avec une frontale, non pas pour exercer une position exotique du Kama Sutra, mais pour lire au calme quelque chose. Et on imagine aisément en fait que l'œil étonné de notre chatte qui nous voit ramper sous notre couette seul, pour être à l'abri des textes, des bruits extérieurs. Franchement, c'était intéressant, je pense, à filmer. Sauf que là, nous étions en mai, il faisait 40 degrés, nous, on vit dans les combles. Après, la terrasse et les combles, c'est assez spécial notre maison. Et donc, du coup, on se retrouvait après 15 minutes sous la couette en nage, complètement trompé. Et en fait, bref, c'était une catastrophe, quoi. Et donc, après 10 essais infructueux, pénibles, on a mendié auprès de Godefroy pour faire les enregistrements correctement chez lui, bien lâchement. Voilà. Merci Godefroy. Après période de confinement, hein, ouais, c'est vrai. À the end. Hein, nous n'aurions pas osé. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Mais c'est vrai qu'en même temps, on se rappelle ce que disait Marie-Odile, il y a les deux, c'est-à-dire que ça peut aider à aller vers cette intimité qui est celle de la cabine dans beaucoup de studios, même si parfois, comme à Radio France, les cabines font quasi plus de 140 mètres carrés, où vous vous retrouvez tout seul au milieu d'un micro dans ce grand espace. Mais il y a des cabines en studio de post-synchro, tout ça, où les cabines, par contre, sont, ou surtout dans la publicité, sont vraiment des petits caissons, quoi. Donc, il y a ça. J'ai bien aimé ce terme-là, spéléologie. C'est effectivement, c'est un peu ça, quoi. Sylvie, tu as peut-être envie de rebondir sur ça? Tout à fait. En fait, moi, je vais faire une petite anecdote sur toi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Godefroy, il est toujours très, très optimiste. Il est toujours prêt à nous encourager et tout. Et alors, pour nous encourager, en fait, c'est facile. Chaque fois que tu interviens et que tu dis quelque chose, nous, chaque fois qu'on fait un exercice et qu'on fait un petit morceau de représentation, pour nous encourager, Godefroy, à chaque fois, il fait « super ». Puis alors, au bout de quelques secondes, tu vois qu'il met la tête de côté, comme ça, la main, comme ça, il fait et puis là, tu te dis, en fait, il est en train de réfléchir comment nous dire que finalement, ce qu'on a fait, c'était vraiment pas super. Donc là, tu es quand même beaucoup moins content de toi. Et puis, en fait, pendant les dramatiques, il a fait encore plus fort. C'est-à-dire que toi, le soir, tu envoies ton petit enregistrement pour lequel tu en as franchement sué et sous la couette, justement, tu crèves de chaud et puis tu es quand même assez content du coup de ce que tu envoies. Et du coup, le lendemain, pendant le cours, il fait « Ah, j'ai reçu ton enregistrement. Alors, c'était super. Je pourrais le mettre en ligne maintenant, machin, nickel. » Ceci étant, si tu as le temps, alors seulement si tu as le temps, est-ce que tu pourrais faire pour les dialogues plus de nuances, puis faire ci, puis faire ça, mais seulement si tu as le temps. Hein. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu le refais. Mais bon, on le refait quand même avec plaisir parce qu'on t'aime bien et c'est ce qui fait ton charme. Hein. Mais vraiment pour toi, parce que
Parce que super, quoi. Même en période de confinement, effectivement, j'ai senti quelques plumes voler hein, des couettes. Surtout du côté de Guyancourt, effectivement, ça pouvait. Est-ce que quelqu'un aurait envie de nous raconter encore des petites choses? C'est assez curieux parce que certains, effectivement, ont des facilités à parler au micro, alors que ils sont peut-être moins à l'aise sur scène et puis parfois vice-versa. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que pour tous les apprentis comédiens ou les comédiens, on se rend compte finalement que le comédien, si on aime bien l'écouter, c'est parce que sa langue est parfaite. On oublie trop souvent effectivement qu'un est, c'est pas un et qu'un un, c'est pas forcément un. Mais je vais vous repasser effectivement un petit exercice encore d'Annie qui est magnifique celui-là, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, un ne se prononce pas comme un. Démonstration. Ban, 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 bon, ban. Can, can, quin, con, can. Dan, dan, din, don, dan. Fan, fan, fin, fon, fan. Gan, 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 gon, gan. Jean, 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 Jean. Lan, 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 lan. Man, 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 man. Non, 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 non. Pan, 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 pon, pan. Ran, 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 ron, ran. Sans, 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 son, sans. Tan, 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 tan. Van, 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 von, van. Xan, 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 xan. Zan, 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 zan. Super, merci Annie. On a des experts hein, quand même. Il y a des personnes ici de la troupe qui ont déjà cette façon de parler quasi innée. Elle est importante au micro parce que quand vous êtes chez vous à écouter une émission de radio, que ce soit pour les journalistes ou le moindre son, en tout cas, doit être perceptible et doit être très, très beau. Donc, tout doit être très, très clair. Là, j'ai fait une liaison, par exemple. Vous remarquerez que dans les séries, ils ne les font plus. Les journalistes d'Arte les font. Les journalistes de TF1 ne les font pas. Enfin, là, je ne veux pas rentrer dans des débats, mais c'est assez étonnant parce que cette langue, en fait, il faut y faire attention et chaque son, en fait, a une histoire au niveau, effectivement, de l'avancée de la langue, de l'avancée. Et sur les enregistrements, tout s'entend. Donc, effectivement, comme le raconte Sylvie, parfois, j'étais un peu pénible parce que l'enregistrement pouvait être magnifique et puis quelques passages étaient quand même à refaire parce que je me disais, mais là, c'est dommage que ce mot n'ait pas le rayonnement qu'il puisse et qu'il pourrait avoir. Donc, hop, retour sous la couette. Est-ce que quelqu'un a envie de nous raconter encore une petite anecdote? Alors, sinon, on va faire quelque chose d'assez périlleux avant de passer à la deuxième partie de notre petite visio-présentation et qui va être, ça va être une partie très intéressante parce qu'on va vous faire écouter des extraits et puis on va pouvoir surtout aussi échanger. Et pour ça, en fait, je vais vous mettre immédiatement à tous, parce que vous savez, on est sur Zoom, je vais tous vous envoyer. Mais excuse-moi, tu n'as pas reçu une prolongation illimitée parce qu'il me semble bien avoir vu ça. Tu l'as vu passer? Oui, Ouais, j'ai vu vu aussi, une oui. notification On d'illimité. peut rester sur la même. Ah bah génial, on reste. Oh, c'est super, ça arrive. Donc, eh bien, écoutez, c'est génial. Comme ça, on va pouvoir rebondir. Alors, j'en profite avant de vous passer ces extraits-là. Annie vous racontera tout à l'heure comment les écouter, comment peut-être pouvoir les suivre tout l'été. Juste vous signifier que 3 ont déjà été édités, donc mises en ligne. Elles sont magnifiques. Ce n'est pas celle-ci que je vais vous faire écouter ce soir. Il faut, parce que là, vous pourrez dès ce soir ou dès demain vous précipiter pour les retrouver. Non, je vais m'amuser à vous passer là, à l'instant, 2 qui sont prêtes à effectivement être diffusées, mais qui seront bientôt. Alors, je vais vous épargner la petite présentation qu'il y a à chaque fois.
1,35. Alors, on y est. Quelques secondes. Hop. La cuisinière heureuse. Ne cherchez pas ailleurs la grande nouvelle du jour. Elle n'est ni dans la politique, ni dans l'art, ni dans la finance. Non, ce n'est pas l'opéra des pêcheurs de perles que M. Carvalho ne peut pas représenter parce que la perle principale est malade. Ce n'est pas non plus la lampe d'Aladin que le théâtre impérial du cirque nous prépare pour un de ces jours. Une lampe Carcel qui marchera 300 soirées de suite. C'est l'histoire de la cuisinière heureuse. Allez rue Saint-Lazare. Arrêtez-vous devant le numéro 115 et vous entendrez. Bon, a-t-elle de la chance? On va dire qu'elle y pensait pas. Elle aurait donné son obligation pour 10 francs de bénéfice. Oh bah, y a-t-il des gens qui sont nés coiffés? Bon, une chose comme celle-là nous arriverait pas, hein, Madame Gros-Minet. Oh bah, jamais de la vie. Vous avez raison, Madame Troussmich. Tiens, j'ai nourri un terne jusqu'en 1830. Hein. Oh bah, le scélérat. C'était comme un homme qui a le ver solitaire. Hein. Il m'a tout dévoré. J'ai remarqué surtout un groupe de bonnes dans une encoignure de la rue. On gesticulait, on élevait la voix. Oh ben moi je place mon argent à la caisse d'épargne. C'est une habitude, disait l'une. Oh ben moi j'ai demi-dit, disait l'autre. Et si ma maison n'était pas une baraque, hein, j'en aurais davantage. Hein. Bah et moi, reprenait une troisième. Bah c'est moi qu'on est une cassine, hein. Elle dame, elle fait le marché elle-même. Et sert le beurre dans l'armoire à glace. J'ai jamais seulement pu mettre de côté de quoi acheter une malheureuse obligation de la ville. Oh ben c'est égal, répétait-elle toute. Elle est bien heureuse. Qui, elle? Ai-je demandé en perçant le cercle. Bah, la cuisinière du 115. Elle a inventé un nouveau ragoût. Bah, un ragoût, je t'en souhaite. Elle sait même pas faire un plat monté. Un ragoût. Pourquoi donc est-elle si heureuse alors? Bah, elle a gagné le gros lot. Le gros lot à 5 000 francs. Tirage d'hier au crédit foncier. Une pauvre fille du peuple qui s'enrichit, tant mieux, cela fait plaisir. Voilà une fille qui gagnait 30 francs par mois. Elle avait 20 francs d'étrenne, 2 bouteilles de vin par semaine et une sortie tous les 15 jours. Et quand ce bienheureux jour de sortie approchait, elle s'illuminait, comme s'illumine la terre à mesure qu'elle s'approche du soleil. Elle riait, elle jasait, elle chantait à assourdir les serins en cage et les poètes dans leur grenier. C'était le calme dans l'humilité, le bonheur dans l'insouciance. Alors, voici un premier extrait. Donc, c'était La cuisinière heureuse que nous raconte Sylvie. C'est un peu par hasard, hein, c'est tombé ce soir. Vous avez vu, il y a un tirage, je crois, de 130 millions à cette loterie donc, nationale qui existe toujours, là, au 19e. Alors, Trim ne nous le raconte pas. En fait, la loterie vient d'Italie et existe depuis très très longtemps, mais a été institutionnalisée en France sous Louis XV grâce ou à cause, ça dépend où on se place, de Casanova. C'est assez étonnant ces histoires du 19e, effectivement, là, comme vous avez pu voir, qui nous resitue dans un Paris qui finalement n'a quasi pas changé. On l'entend sur les expressions, on l'entend sur plein de choses. Il y a des choses effectivement qui sont ailleurs, mais c'est un sacré, sacré petit voyage. En tout cas, on ne perd jamais pied par rapport, enfin moi je trouve, par rapport à ce que notre époque peut nous faire vivre. Alors voici un deuxième extrait encore. Alors les comédiens de la troupe découvrent ça, ces textes-là qu'ils n'ont jamais entendus. Hein. Enfin, celui qui les a lus, d'ailleurs, les découvre aussi. Je ne sais pas, Sylvie, tu as envie de nous parler de ce que tu as entendu? Ça fait quoi? Parce que là, tu l'as découvert, là. C'est hyper rapide, quoi. J'avais pas l'impression de parler aussi vite et là, ça court. Tu parlais Je pas sais aussi pas. vite, mais c'est Madame Trousmich, tu sais, Ouais, elle est Madame galopante, Trossmich, la c'est pour Trousmich. ça. Voici un deuxième extrait donc dramatique, Les voyages d'un sac de bonbons. Les voyages d'un sac de bonbons. Il était coquet, doré, glacé, clos avec une faveur rose,
Il avait été rempli par le confiseur de nougat, pistache, praline, bonbons fondants, caramel, bonbons anglais, bouchées à la violette et aveline à liqueur. Il renfermait, sous sa mignonne enveloppe, le royaume des friandises tout entier, depuis l'orange confite jusqu'au marron glacé. Il était né le 30 décembre. Il fut vendu le 31 du même mois. Il m'a pris fantaisie de m'intéresser à ce sac de bonbons, l'actualité du jour. Et j'ai voulu être l'historiographe de ces pérégrinations durant ce nouvel an qui se termine à l'heure où j'écris ces lignes. Le premier qu'il acheta était un homme tout jeune, fort de complexion, ardent d'allure, au grand front pâle, aux yeux pétillants d'un sombre feu. Il se fit montrer le contenu. Il fit l'autopsie de ce gentil réceptacle de châterie adorable. Il y mit la main, je ne sais trop pourquoi, puis, la faveur rose ayant été rattachée avec ce que, depuis le fidèle berger de 1780, les confiseurs appellent le lien d'amour, il emporta son objet. Je le vis se rendant chez Madame une veuve qui ne peut pas pleurer son mari depuis longtemps, car elle a 22 ans à peine. C'est une inconsolable aux 12 yeux, aux belles dents, un peu sceptique, comme toutes les femmes jeunes, comme tous les hommes vieux. Madame, lui dit notre Lovelace, voici un pauvre sac de bonbons. Vous êtes trop galant, exclama la dame. Du siraudin encore, le sucre à la mode. Le sac est petit, ajouta le soupirant, mais mon cœur y est tout entier. Puisse-t-il ne pas être gonflé par l'hypertrophie, reprit la malicieuse. Pourquoi? Il y tiendrait trop de place, et il y aurait moins de pastilles à croquer. Vous me direz si mes bonbons sont fins? Oui, vous me le promettez? Je vous le promets. Voilà, et vous pourrez découvrir par la suite tout le voyage du sac de bonbons. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'on est quand même quelques décennies avant Conan Doyle. Je vous ai expliqué que Trim avait travaillé pour Vidocq, donc il a fait partie de ces aventuriers vauriens, voleurs, etc., que la police a recrutés à haute dose. Je ne sais plus si elle a arrêté ou pas. Enfin, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, avec Vidocq, il s'était rendu compte que seuls ces mecs-là, qui étaient tous des anciens bagnards échappés, etc., hein, comme Vidocq, étaient en fait des policiers d'exception. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la finesse. Comment finalement un homme peut se dire, je vais décrire le voyage d'un sac de bonbons, c'est-à-dire de quelle main en quelle main il va passer, d'où il est parti, de quelle confiserie et jusqu'où il va arriver et qu'est-ce qu'il va provoquer. Et finalement, ça, c'est tout le travail que pourra faire pour les lecteurs du monde entier un Sherlock Holmes quelques décennies après. C'est assez incroyable. Et finalement, quand les gens disaient que Trim, c'était un œil. Alors, Trim, il était plus connu que Victor Hugo au 19e. C'est-à-dire que tous les gens de France le connaissaient. Il était vénéré, quoi. Vénéré. Donc, ces histoires, en fait, moi, je me suis à chaque fois laissé porter par ces aventures, par ces descriptions, même si parfois ça fait réagir étonnamment. Mais voilà, donc ça, c'était un extrait des voyages d'un sac de bonbons narré par Delphine, qu'elle pourra elle-même découvrir bientôt, je l'espère. Je vais vous passer avec envie, alors ça vous fait écouter beaucoup de choses, mais je pense que ça, on va pas si... c'est tellement un plaisir d'écouter les exercices de torture d'Annie. Dis-moi, gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grand grain d'orgeras-tu? Je me dégros gras grand grain d'orgerai quand tous les gros gras grands grains d'orge se dégros gras grand grain d'orgeront. Super. Très grand classique.
d'une phrase. Alors, nous, c'est marrant, la plupart des phrases, et là, il pourrait vous en dire, parce que je suis sûr qu'il y en a, mais même d'anciens de la troupe qui se souviennent de Natacha, qui se souviennent… il y en a, ces phrases-là, par exemple, si elle, si ceci se sait, ces soins sont sans succès, que vous avez entendu tout à l'heure, qu'Annie nous a fait. C'est des phrases qui existent parfois depuis le XVIIIe siècle et sur lesquelles, du coup, des milliers de comédiens du français ont souffert. Mais c'est vrai que c'est un temps dont on a toujours besoin sur scène dans la pratique du théâtre. Lors d'ateliers qui se passent en général 2 heures par semaine, on donne un peu de temps en début d'année, puis après on n'a plus le temps de les travailler. C'est dramatique, ça a été une vraie chance de pouvoir remettre comme ça toutes ces phrases à jour avec les bab, rebac, rebad, rebaf, rebag, rebage, rebal. Il faut essayer d'être beaucoup plus dur avec eux que je ne le suis encore, mais c'est un travail qui pourra continuer parce que c'est très porteur, très, très porteur. Peut-être expliquer maintenant, du coup, comment retrouver toutes ces dramatiques. Eh oui, parce que c'est bien beau tout ça. Maintenant, normalement, vous avez envie de les retrouver. Ah, vous aimeriez bien savoir comment. Donc, on a aussi profité de cette période du confinement et du talent de Godefroy en informatique, hein, ou de son entourage, je ne sais pas, pour se remettre à niveau. Et donc, on va dire se mettre un peu aux outils modernes de réseaux sociaux pour que notre troupe soit bien connue. Déjà, on l'a rebaptisé, hein, on l'a baptisé les techno-cabotins, comme les cabotins du techno, puisque techno, c'est l'abréviation de technocentre. Hein. Donc, on s'est rebaptisé nous-mêmes les techno-cabotins. Et puis, on en a profité pour ouvrir YouTube, Facebook, site internet, tout ça. Donc, concrètement, le plus pratique pour vous, pour trouver les dramatiques, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez systématiquement l'alerte quand Godefroy mettra à disposition, donc chaque semaine, généralement le jeudi, le vendredi, en fin de semaine. Comme ça, vous pouvez l'écouter tranquillement le week-end. Et donc là, il vous a mis sur la conversation le lien YouTube pour s'abonner à la chaîne. Voilà. Donc ça, c'est YouTube. Alors, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Je ne sais pas, tu as mis le lien en même temps, je crois. J'ai l'impression que tu as mis les trois. Voilà. Donc, il a mis les trois. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Hein, comme ça, vous verrez un peu nos actualités. Et puis, on a aussi un super site internet. Hein, et il y a encore quelques photos à rajouter pour être complet. Mais comme ça, vous verrez aussi des photos de nos anciens spectacles, du temps où on était sur une scène, une vraie scène. Et puis, comme on espère encore retourner sur une vraie scène, vous verrez les futurs spectacles aussi. Vous verrez aussi l'introduction sur Trim, tout ce que Godefroy nous a raconté. D'ailleurs, tu as oublié de nous montrer l'assiette, Godefroy. Je ne sais pas si tu veux nous montrer l'assiette. Voilà. Voilà, on y est. Et puis, on va passer alors, il ne reste plus que deux parties. La première partie, c'est Godefroy qui va nous parler justement de la prochaine fois où on remontera sur scène. Il va nous dire quelle pièce, enfin, il va vous raconter, puisque nous, on sait quand même. Hein. On est toujours en train de les présenter. Donc, alors voilà la belle assiette que Godefroy a trouvée en vente encore. Si quelqu'un veut l'acheter, vous pouvez vous battre pour l'avoir. Donc, c'était quand même un journaliste très connu puisqu'il a fait l'objet d'une assiette. Timothée Trim, en milieu de l'assiette. Je te laisse commenter peut-être, Godefroy. Oui, et puis... C'est assez étonnant. J'ai retrouvé, alors forcément, parce que je suis un adepte de Victor Hugo, Victor Hugo, par exemple, dans son journal, se félicitait même d'être cité par Trim. Quand Trim parlait de lui dans le petit journal, tout ça, Hugo disait « Mais génial ma journée, Trim a parlé de moi ». Donc, c'est pour vous dire quand même l'importance, finalement, l'impact que cet homme, mais il faut se remettre dans une situation où c'est pourtant assez simple. Hein. Imaginez, sans télé, sans radio, finalement, le seul contact que les gens pouvaient avoir avec les histoires, c'était avec le théâtre qui transmettait beaucoup d'informations parce que les gens, finalement, c'est là où ils vivaient des aventures et apprenaient ce qui se passait un petit peu partout. Et puis, avec les journaux,
après tout le travail de l'Empire de Napoléon, je ne sais pas de… Mais si, historiquement, de toute façon, les historiens le savent, c'est Napoléon avait accéléré l'apprentissage de la lecture pour tous. Donc, on arrivait sur un 19e siècle où les gens avaient commencé à apprendre à lire et apprenaient à lire quand même en grande foulée. Donc, ça, c'était un rapport très important. Mais sur des tirages de 500 000, voire jusqu'à 2 millions pour le petit journal au début du XXe siècle, c'était mais considérable. Donc Trim, qui travaillait tous les jours, qui publiait tous les jours, et ça même les journalistes à l'heure actuelle disent que cet homme était incroyable de travail, quoi. C'est-à-dire que écrire une nouvelle comme ça chaque jour, dimanche inclus, c'était quand même un tour de force incroyable. Il est mort dans la pauvreté, il est né à Bouchain, dans le nord de la France. Il y a un monument, d'ailleurs, qu'on peut trouver là-bas. Il est mort dans la pauvreté, il était assez excentrique, tout ça, il y a des très belles histoires sur lui. Alors, c'est assez marrant parce que moi, j'ai constaté que c'est à l'heure actuelle, il y a pas mal de travail, de thèses, de doctorats qui commencent à se faire sur lui, alors qu'il avait été totalement, finalement, totalement oublié. Mais un sacré petit bonhomme. Voilà. Ouais, j'ajouterais que là, vous avez eu 2 extraits de lui sur des thèmes, on va dire, parfois un petit peu futiles, mais il y a plein d'autres thèmes. Vous allez voir dans les histoires, il y a vraiment des thèmes aussi beaucoup plus sérieux, beaucoup plus tristes potentiellement, beaucoup plus engagés, etc. Donc là, vous avez eu juste deux parties, mais comme il a écrit très souvent, il y a vraiment plein de thèmes. Et certains d'entre nous ont la chance d'avoir trouvé des thèmes qui sont d'actualité en plus. Donc, vous verrez, je pense que vous allez faire des parallèles avec la vie d'aujourd'hui, et notamment la situation qu'on vit. Donc, n'hésitez pas à aller tous les écouter parce qu'ils sont tous assez différents en fait. Mais je pense qu'on peut en parler. Celui d'Annie, celui d'Yves, c'est des dramatiques qui sont déjà sur site et déjà sur YouTube. Annie, par exemple, nous parle des étudiants en médecine et de leur abnégation et leur sens du sacrifice total pour pouvoir effectivement soigner les gens. D'avoir eu ce texte-là durant la période qu'on vivait, c'était quand même assez Oui, c'est vrai. émouvant. C'est vrai que c'est un hommage aux soignants. Moi, j'estime un peu que le texte sur lequel, enfin, que j'ai eu la chance de faire, hein, en tout cas, Assez c'était un incroyable. peu un hommage aux soignants, ouais. Le texte d'Yves, je ne sais pas si tu veux nous en parler parce que c'est pareil. Alors, Trim a été très critiqué sur sa façon comme ça de… oui, ses détracteurs disaient que c'était un patriote naïf, etc. Mais moi, je trouve ça très puissant sur l'idée, effectivement, d'une société, de la façon dont des hommes se dévouent et sont capables d'aller jusqu'au sacrifice de leur vie, que ce soit pour les médecins, ou Yves, dans son texte, nous parle d'un aiguilleur. Yves, pourquoi tu avais choisi ce texte-là? Si tu veux bien répondre, tu n'es pas obligé. Non, c'était oui, il faisait. Il voulait. Il y avait deux choses qui étaient importantes, enfin qui ressortaient, c'est que par rapport à l'époque qui était avant la guerre de 70, il parlait d'un événement qui s'était passé en Allemagne, où et de plus au début du texte, il dit que le courage et l'abnégation existent des deux côtés, en plein de pays, l'Angleterre, la France, mais aussi les Russes et l'Allemagne. Donc il y avait, on dirait, et à l'époque, tout le monde regrettait, était toujours assez âpre vis-à-vis de l'Allemagne en France. Et là, il y avait l'éclairage, la volonté de montrer que l'abnégation, c'est les gestes héroïques, mais des gestes héroïques, ça peut arriver à tous les endroits de la société et des, comme on appelait à l'époque, des petites gens font des gestes héroïques que souvent on n'entend pas parler parce que bon, c'est fait dans l'abnégation la plus totale. Et donc, lui, il a voulu faire un effet loupe sur quelque chose un geste d'une personne qui a un geste d'abnégation avec un énorme risque pour sa propre famille, mais qui, s'il ne prenait pas ce risque, aurait pu générer énormément de morts, en l'occurrence un déraillement de train. Donc, il a voulu faire cet effet loupe en comparant ça avec des gestes de l'antique. Donc, c'était ça qui est intéressant.
Et c'est vraiment ces textes-là, les 3 dramatiques que nous avons, donc celui de Marie-Odile sur l'aveugle, celui sur l'aiguilleur et celui sur les étudiants en médecine, vous pouvez déjà les écouter, ils sont mais vraiment très, très, très émouvants. Alors, je voulais juste conclure un petit peu avant de laisser un dialogue, en tout cas s'instaurer possible, sur cette année qui a été tronquée. On avait commencé l'année en travaillant sur 2 pièces qu'on allait faire en totale opposition avec ce qu'on allait vivre. C'est-à-dire qu'on avait décidé de monter des Goldoni, mais de façon totalement ouverte. C'est-à-dire que le public aurait été mélangé aux comédiens, puisqu'on travaillait sur le café et le Barouf à Chioggia, donc 2 pièces magnifiques de Goldoni, qui aurait permis de reconstituer en fait la place d'un café. Donc le public aurait été au café avec les comédiens pendant toute la représentation, avec service, aucune rigueur d'hygiène, de séparation, en tout cas de distanciation sociale ou quoi que ce soit. Tout le monde aurait été mélangé sur cette immense scène, comme pour le Barouf à Chioggia, cette pièce qui se passe sur une place de village de pêcheurs, Chioggia, qui est juste sur la lagune de Venise, qui était la Venise pauvre à l'époque des ouvriers, où effectivement tout le monde, tout le public allait se retrouver avec des filets de pêche à raccommoder, etc., pendant toute la pièce. Alors vous imaginez bien que bon, les répétitions ont été suspendues, mais qu'on aurait eu beaucoup de mal à rassembler tout ce petit monde. On continuera l'année prochaine, si le virus veut bien nous permettre, le travail sur ces pièces, parce qu'on espère pouvoir les donner, ce qui était prévu du coup à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt, au Mois Molière à Versailles et au Technocentre pour plusieurs représentations. Donc, je voulais juste vous donner cette petite précision. Donc, si peut-être que certains d'entre vous ont des questions ou envie de poser des questions à certaines personnes de la troupe, ben, je vous y invite. En tout cas, maintenant, ça serait un grand plaisir de pouvoir dialoguer, en tout cas. C'est le moment en général où personne n'ose. Il y a les bavards. C'est dur de ne pas trop parler. En fait. Je suis désolée. Une question? Je voulais juste demander à nouveau, donc c'est sur YouTube où on va commencer à retrouver tous les audios. C'est un audio toutes les semaines. Comment ça se passe? Alors, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis seront, alors on va essayer en début d'après-midi, tous les jeudis en début d'après-midi sur la chaîne YouTube, sur votre page Facebook et sur le site seront mises la nouvelle dramatique. Chaque semaine, donc pendant tout l'été jusqu'à, a priori, j'en ai au moins jusqu'à fin septembre. Donc, tous les jeudis, en fait. Alors, en vous abonnant, comme l'a expliqué tout à l'heure Annie, en fait, en vous abonnant directement sur la chaîne YouTube, chacun sera prévenu de la nouvelle insertion de la dramatique. Donc, comme ça, vous pourrez ne pas en manquer si vous avez vraiment envie de tout suivre. Mais c'est un beau voyage hein, dans le 19e et qui questionne de façon très, très curieuse le temps qu'on est en train de vivre. Je sais pas, Roré, j'ai répondu à ta question. Oui, Oui. merci. Et vous avez du coup encore les liens que j'ai mis là sur la conversation que vous pouvez du coup copier. Vous avez le lien YouTube, le lien pour le site et le lien sur la page Facebook. Sachez que si vous faites ami, par exemple, avec la troupe des Techno-Cabotins, ça vous permettra de pouvoir recevoir effectivement les informations sur toutes les représentations futures, sur toutes les animations effectivement que la troupe peut donner au Technocentre ou ailleurs. C'est une troupe qui rentre à l'ère du numérique, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Oui. Moi, je voudrais savoir si du coup, vu que vous avez arrêté les pièces un peu à mi-année là et que en septembre, est-ce que vous allez les reprendre ou pas? Est-ce que vous acceptez des nouveaux membres?
Alors, on accepte. Alors là, je parle sous le regard. Je ne sais pas où est passée Annie, mais je dois la voir. Je vais mettre Annie pour voir si elle ne va pas me faire des yeux noirs. Oui, oui, Non. évidemment. Bah non. Évidemment qu'on accepte tous les. Alors déjà, de toute façon, le problème, les rôles sont distribués, mais on aura un problème aussi de gens qui ne pourront pas forcément. C'est compliqué, hein, cette épidémie a fait que travailler une pièce sur 2 ans, alors que les gens effectivement s'inscrivent sur une année. Il y en a qui peut-être ne seront pas là l'année prochaine. Il y a des rôles peut-être à reprendre. Et puis on arrivera toujours nous, parce que les pièces de Goldoni, on a dû les adapter un petit peu. C'est avec un énorme plaisir que le travail pourra continuer avec de nouveaux membres. Je confirme. De toute façon, Godefroy, il te fera un rôle sur mesure. Tiffen, t'en fais pas. Et tu as quelque chose à rattraper avec moi sur scène. Je dis ça, je dis rien. Donc, la danseuse est prête. C'est la présentatrice ou quelque chose, mais… Non, non, c'est vraiment, et même pour ceux qui n'ont jamais fait de théâtre, alors là, c'est vrai que ça a été, on a eu des nouveaux dans la troupe, mais qui, en général, sont, moi, je dis ça puisque je regarde ça presque de loin, mais qui, en quelques jours, en quelques semaines, sont totalement intégrés dans cette troupe qui maintenant, quand même, fait corps et un très joli corps. Il se trouve que le travail avance très vite, même avec des personnes qui se diraient « Ah oui, mais moi, je connais vraiment, j'ai jamais fait de théâtre. » Il y a des personnes, là, cette année, elles me disent qu'elles n'ont jamais fait de théâtre, j'y crois toujours pas. Donc, Il y a même des talents de cascadeurs quand même, hein. Faut même reconnaître. des talents de grands cascadeurs. On a des abonnements avec les hôpitaux, des usines, on les connaît tous. Oh bah non, mais faut pas dire ça, Godefroy, tu vas effrayer tout le monde. Faire la blague. Vraiment fait de théâtre, j'ai peur. Hein. Non, 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 non. Non, mais c'est une des rares activités où, curieusement, on se donne corps et âme. Les comédiens de la troupe le savent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public, là? Vous avez envie de savoir des choses? Est-ce que vous avez compris comment accéder au dramatique, déjà? Répondez pas tous en même temps. Oui, je crois qu'ils ont tous compris. On n'a pas les… Oui. Bon. On vérifiera demain le nombre d'abonnés. Ouais, voilà. Ok, bah, s'il n'y a plus de questions, on va conclure. On est à peu près dans le timing. On a commencé à 38. Et ben, donc, on va conclure en remerciant Godefroy, bien sûr, de nous avoir entraînés dans cette nouvelle aventure. Parce qu'on a appris des choses. Donc, merci quand même, Godefroy. C'était vraiment sympa. Merci, Godefroy. Non, mais merci à vous d'avoir suivi. Et même au-delà des pièces, du coup, l'année prochaine, j'espère que, en tout cas, les techno-cabotins, quel que soit l'encadrant, moi ou pas moi, etc., continuera cette aventure de dramatique parce que je pense que on peut travailler des pièces, mais quand un comédien a envie d'enregistrer un texte sur une thématique, ça peut être une très belle expérience et ça enrichit une bibliothèque en fait. Là, je défie, je suis sûr que d'ici 6-8 mois, vous aurez des vues sur Trim énormes parce qu'on ne trouve quasi rien sur lui et vous permettrez à plein de gens qui, au fur et à mesure des années, se diront qui est cet homme, de pouvoir effectivement accéder à ces textes. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique parce que ce n'est pas qu'une participation, je veux dire, en tant qu'une petite troupe amateur. C'est-à-dire que vous mettez votre pierre sur la contribution effectivement du patrimoine littéraire, mais de façon assez importante. Non, mais on ne le retrouve pas ailleurs, quoi. Ces textes-là, en fait, on ne les retrouve que sur votre site et les textes sont quasi introuvables. Donc, voilà, bravo. Et ben voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci à tous et merci au public nombreux d'être venus. Et puis, bah, on vous dit sûrement à une prochaine fois, soit en vrai, soit si jamais on peut toujours pas se retrouver, on refera quelque chose du même genre. On a d'autres idées pour faire des choses en numérique si jamais on pouvait vraiment pas se voir en vrai.
Donc, vous en faites pas, il y aura de l'actualité. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Voilà. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci À vraiment. bientôt. Merci. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Bye. Salut. Merci à tous.